trésorier. Ça fait une vingtaine d'années que je suis trésorier à la Confédération et directement impliqué dans toutes les questions de financement de l'organisation. Aujourd'hui, la rencontre de ce soir se fait dans un contexte où on fait une consultation provinciale et quand on est invité par les régions, ben, ça nous fait plaisir d'y participer. Et ben, c'est un beau gain qu'on a avec la pandémie d'avoir des visioconférences ou des webinaires qui fait que c'est plus facile de rejoindre beaucoup de personnes, puis des gens qui peuvent nous écouter même en travaillant dans leur batteuse. Donc, sans plus tarder, je vais afficher à l'écran la présentation qui a été préparée par l'équipe de la vie syndicale à la Confédération. Alors, donc, c'est le projet de financement pour tous. Donc, on est en train de… Le sujet, là, c'est pas d'aller chercher plus d'argent, c'est comment on finance le plus équitablement ou l'organisation du PA. Fait qu'on va voir comment le financement véhicule ou est perçu puis redistribué dans l'organisation. On fait un petit rappel de comment ça fonctionne actuellement. Le financement du PA, il y a deux sources. Il y a la cotisation fixe qui est payée par tous les producteurs agricoles. Puis la cotisation, finalement, est simple ou double selon le statut légal de votre entreprise ou est-ce que c'est une entreprise à propriétaire unique? Alors, dans ce cas-là, c'est une cotisation simple. En 2021, la cotisation, c'est 391 $ plus TPS TVQ, naturellement. Et pour les entreprises qui sont en société, copropriété, des compagnies à plusieurs actionnaires, donc la cotisation est le double, 782 $ plus TPS TVQ. On a une exception, on a mis en place il y a quand même plusieurs années un programme de crédit de cotisation parce que la cotisation double là, pour les plus petites entreprises, ça vous mettait beaucoup de pression. Donc, les entreprises qui normalement devraient payer une cotisation double, mais qui ont des revenus bruts de 25 000 $ et moins, peuvent s'inscrire au programme de crédit de cotisation. Et à ce moment-là, ils payent une seule cotisation de 391 $. L'autre partie du financement de l'organisation, ça provient d'une contribution. Cette contribution-là, c'est une partie du prélevé du plan conjoint qui est perçue par les offices qui administrent des plans conjoints, donc des groupes spécialisés. C'est pour les productions qui sont couvertes par un plan conjoint de mise en marché. Une exception, les chambres de coordination, comme par exemple pour les producteurs de fraises et de framboises, il y en a quand même beaucoup dans votre région. Pour ces productions-là, ce n'est pas visé par un plan conjoint, donc ils ne versent pas, il n'y a pas de prélevé de plan conjoint et il n'y a pas de contribution versée. La contribution est établie en fonction du volume de production et le montant est inclus, comme je le disais, dans le prélevé du plan conjoint. Donc, en termes d'apport global, l'UPA est financé à 60 % par les cotisations. On est montant, là, vous allez le voir, on le présente un peu plus loin, c'est environ 16 millions de $. Et les contributions, ça représente 40 % de notre financement pour environ 9 à 10 millions de $. Ça, c'est tout combiné ensemble. Et ça va financer cet argent-là, environ 25 millions de $. C'est redistribué entre tous les paliers. Donc, les syndicats locaux, habituellement, c'est un syndicat par MRC, pour vous donner la référence. Ils ont une partie du financement, globalement, pour 7,23 %. Votre fédération régionale au bureau à Saint-Eustache, toutes les fédérations régionales ont une part de 37 %. La Confédération qui fait 44 %. Le Fonds de défense professionnelle qui soutient des causes exceptionnelles, est alimenté, financé via ce fonds-là à 2,5 %. Et il y a aussi différents projets qui ont été mis de l'avant par l'organisation, des projets en vie syndicale, le projet de valorisation. Par exemple, on fait des portes ouvertes sur les fermes. L'UPA fait partie de la recette, etc. C'est donc financer ces projets particuliers 6,11 %. Et on accompagne aussi, il y a des fonds qui ont été votés pour financer, faire un apport financier aux agricultrices, à UPA Développement International, aux forestiers, les tables bio, la relève,
la table horticole. Donc, environ, on a 3 du fonds qui est attribué pour ces accompagnements spécifiques-là par projet. Donc, ça, c'est comment fonctionne le financement actuellement. Aussi, à tous les 5 ans, on revoit, on fait des discussions à tous les paliers, on fait ce qu'on appelle un plan quinquennal avec une large consultation. Ça aboutit au congrès général de l'UPA au mois de décembre et c'est probablement un des plus gros comités de l'UPA parce qu'il y a des représentants des syndicats locaux, des fédérations régionales, des groupes spécialisés, de la Confédération. Puis on fait vraiment, là, à tous les 5 ans, on fait le point sur les besoins financiers des projets particuliers. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin comme financement pour faire un ouvrage convenable pour supporter les producteurs agricoles. Et après cette consultation-là, ben, il y a un vote qui est pris au Congrès, puis vous avez là, le dernier vote a été pris au Congrès de décembre 2019 et qui a adopté le plan de cotisation. Donc, on sait exactement jusqu'en 2024 quel montant de cotisation simple va être facturé aux producteurs. Et il y a l'enveloppe des contributions là, qui représente environ 40 du financement. Mais cette enveloppe-là, par exemple, en 2021, elle a été indexée de 1 Donc, ça, c'est comment on fait notre financement actuellement. Et s'il y a des gens qui sont plus curieux, quand même, souligner le travail qui a été fait, là, parce qu'on a souvent des questions des producteurs qui sont plus éloignés là, de l'organisation, qui vont dire comment ça marche précisément. Sur le site web de l'UPA, alors, il y a une section spécifique pour ça et qui donne en détail le financement de l'organisation. Donc, à ce moment-là, vous pouvez vous y référer. Le projet qu'on amène sur la table aujourd'hui, c'est, je pense qu'on est dû comme pour, on pourrait dire, entre guillemets, là, faire une job de moteur, donc une réflexion plus en profondeur sur comment on se partage le financement nécessaire, l'enveloppe de 25-26 millions entre tous les producteurs agricoles. La dernière mise à jour a été faite en 1990. J'avais le plaisir déjà d'être à l'UPA à ce moment-là. Qu'est-ce qui avait amené la modification? Les sociétés, c'était une cotisation par sociétaire ou donc par associé. Il y a beaucoup de sociétés de 3 personnes. Puis les compagnies incorporées, il y avait une seule cotisation. Donc, les producteurs ont dit, bon, mais quand les fermes qui ont plus qu'un propriétaire, 2 cotisations. Et c'est ce qui est en place depuis 1990. Depuis ce temps-là, il y a eu plusieurs résolutions là, quand même pour demander ce moyen d'avoir un financement qui est plus équitable. Un autre élément qui était adopté lors du dernier plan de financement, les délégués demandaient de mettre en place une méthode de financement équitable par et pour tous les producteurs agricoles et de faire modifier la loi sur les producteurs agricoles concernant les paramètres pour fixer la cotisation. Donc, ça découle de cette résolution-là. Et la consultation, là, même si tout le monde à l'UPA était d'accord, on ne pourrait pas implanter des changements sans demande une modification de la loi sur les producteurs agricoles. Donc, il y aura, si les délégués sont d'accord, les producteurs sont tous sont majoritairement d'accord avec le projet. À ce moment-là, le ministre de l'Agriculture on va lui demander de déposer un projet de loi pour modifier la loi sur les producteurs agricoles. Donc, le projet, là, outre la mise en place on a un nouveau programme de soutien, on va vous le détailler un peu plus loin, pour se rapprocher des groupes qui sont plus éloignés de l'organisation. Mais on a finalement 2 objectifs avec le projet qu'on a sur la table, c'est d'avoir un financement plus équitable en mettant en place un mécanisme de cotisation supplémentaire pour les producteurs sans plan conjoint. Donc, à l'origine, en 1972, quand la loi sur les producteurs agricoles a été adoptée, ben, il y avait quand même une vague il y avait un objectif de mettre un plan conjoint, d'implanter ça dans toutes les productions. Alors, ça a continué à progresser au fil des années. Et parmi les derniers plans conjoints, on a eu dans la chèvre, le dernier gros plan conjoint, c'était dans le sirop d'érable. Mais depuis quand même une dizaine d'années, il y a pratiquement plus de projets de plan conjoint. Il y a quelques projets de chambres de coordination qui se discutent actuellement. Alors, c'est
Donc, ce n'est pas tous les producteurs qui versent un privé plan conjoint, donc qui payent une contribution, le fameux 40 Et l'autre demande qui est exprimée de plus en plus, c'est de diminuer la charge du financement pour les plus petites entreprises. Parce que la cotisation rendue à environ 400 on rappelle que pour être reconnu comme producteur agricole, ça demande un revenu brut de 5 000 par année. Puis c'est important quand même, là, vous allez voir, il y a beaucoup de producteurs dans des petits niveaux de revenus, c'est important de les représenter. Petits producteurs aujourd'hui, peut-être un moyen producteur plus tard. Donc, il y a une réflexion là, qui fait, compte tenu de la pression qu'il y a sur la cotisation, pour revoir, rééquilibrer le partage du financement pour viser d'être plus équitable. Donc, à ce moment-là, ça fait partie du projet. Donc, ce qu'on amène, on a considéré différents points. On veut maintenir le budget actuel de l'Union, mais en même temps, on veut tendre vers une meilleure équité entre les groupes qui ont un plan conjoint et qui versent une contribution et les groupes ou les producteurs qui n'ont pas de plan conjoint, puis d'avoir une participation équitable des producteurs, peu importe que leur production soit visée ou non par un plan conjoint. La formule qu'on présente aussi, on a un souci de simplicité parce que quand il y a beaucoup de discussions, on pourrait avoir des mécaniques plus sophistiquées, mais à ce moment-là, d'expliquer ça en l'espace de 5 minutes à un producteur qui nous questionne quand il appelle et dit « Je viens de recevoir une facture, explique-moi donc comment ça marche. » Ça prend quelque chose quand même qui est facilement compréhensible. Et aussi, dans notre démarche, certain que c'est pour ça qu'on invite, on sollicite des rencontres et on fait des démarches auprès de tous les groupes de producteurs pour aller chercher une adhésion la plus large possible. C'est certain que pour modifier la loi sur les producteurs agricoles, on a des démonstrations à faire qu'on a un consensus dans l'organisation entre les différents producteurs en disant ça fait du sens et on devrait aller de l'avant dans une formule modifiée de financement. Quand on parlait de renforcer les liens avec tous les groupes, alors c'est important, beaucoup de groupes de producteurs sont affiliés, selon leur type de production, sont affiliés à la Confédération, mais il y a quand même une vaste, beaucoup de productions qui sont organisées de leur côté et qui ne sont pas nécessairement affiliées à l'UPA. On peut donner l'exemple des producteurs de canneberge, des producteurs d'arbres de Noël, par exemple, qui ont leur propre organisation, mais on n'a pas beaucoup de liens avec ces groupes-là. Donc, on veut développer nos liens parce que l'UPA, on a l'accréditation pour représenter, on a la mission, le devoir, l'obligation de représenter tous les producteurs agricoles, peu importe le type de production. On a l'obligation de représenter peu importe la grosseur de l'entreprise et peu importe où l'entreprise se situe au Québec. Donc, à ce moment-là, on souhaite se rapprocher davantage des groupes qui sont un peu plus éloignés de l'organisation. Puis, on vise à mettre en place un programme de soutien avec une enveloppe financière d'environ 500 000 Puis, on veut créer des ponts, faire des rapprochements, donc inviter ces groupes-là pour être observateurs au congrès, de venir faire un tour au Conseil général de l'UPA, de les impliquer dans les tables de travail et aussi de mieux les intégrer dans nos outils de communication interne de l'UPA quand on fait des infolettes aux producteurs, quand il y a des sujets importants qui touchent des productions qui sont moins proches de l'organisation, c'est plus difficile de sensibiliser l'ensemble des producteurs agricoles du Québec. Donc, on veut mieux les intégrer. Puis, pourquoi pas, la Terre de chez nous pourrait mieux couvrir leurs problématiques aussi. Donc, et ce programme-là, on n'a pas tout défini les paramètres parce qu'en même temps qu'on fait notre tournée de consultation, on veut leur demander à ces groupes-là qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux. On est intéressé de se mobiliser, de vous supporter et qu'est-ce que vous avez vraiment besoin. Mais c'est dans une optique d'être plus près des groupes et qu'on soit, je pense, capable d'apprécier le support que l'organisation peut leur procurer. Le nouveau mode de financement qui est proposé, différentes choses qui sont essentielles à bien maîtriser.
on conserve tel quel le règlement de contribution des fédérations et des syndicats spécialisés affiliés à l'UPA. Donc, toute la partie des contributions. Vous êtes, par exemple, un producteur de lait, ben, la partie du prélevé qui est envoyée à l'UPA, le règlement qui encadre ça, ça va être conservé pratiquement tel quel. Il y a une petite nuance, je vais vous la présenter un peu plus tard. Et même chose pour les producteurs de sirop d'érable. Donc, les producteurs qui ont une production qui est complètement visée par les plans conjoints, ils ne seraient pas sollicités pour un financement supplémentaire pour les parties hors plan conjoint. Deuxième chose, en visant de réduire la cotisation pour les plus petites entreprises, bien, ça va nous permettre d'abolir la cotisation double pour toutes les entreprises de groupe. Et comme il n'y aura plus de cotisation double, bien, on n'aura plus à gérer le programme de crédit de cotisation pour les entreprises qui ont des revenus bruts de 25 000 et moins par année. Sur la cotisation, actuellement, on a la cotisation fixe individuelle à l'entour de 400 on propose plutôt une formule de cotisation en fonction du palier de revenu brut annuel de l'entreprise. Et comme je le disais là, plutôt en parlant du point 1, le quatrième point, on ajouterait un complément de cotisation par palier pour les revenus reliés aux productions hors plan conjoint. Donc, s'il y a 25 de vos revenus et plus qui proviennent de productions hors plan conjoint, bien, à ce moment-là, il y aurait un complément de cotisation qui serait ajouté à votre cotisation de base à l'UPA. Et ça serait intéressant, on prévoit d'appliquer ces modifications dès la cotisation de 2023, à condition que le Congrès général confirme le nouveau mode de financement et que, naturellement, les changements législatifs, comme je le disais plus tôt, soient faits conformément à cette échéance-ci. Donc, si tout va bien, c'est une possibilité, ça peut être plus long et donc ça pourrait, mais donc c'est dans les meilleures situations 2023. Comment ça fonctionnerait? Bon, nouveau mode de financement proposé. Il y aurait une déclaration annuelle de la part chaque producteur devrait faire une déclaration annuelle à l'UPA et répondre à 2 questions. On n'irait pas vous demander quel est votre revenu brut, c'est plus subtil, on va demander votre palier de revenu brut. Donc, on pourrait parler de palier ou quelle est votre braquette de revenus, là, si vous me permettez l'expression, de revenu brut pour votre entreprise. Et la deuxième question, donc, actuellement, la proposition qu'il y a sur la table, il y a 5 paliers. Vous direz, bien, moi, je suis dans le palier 2, je suis dans le palier 3. Puis l'autre question, est-ce que 25 ou plus de vos revenus sont réalisés hors des plans conjoints? Oui ou non? Puis en répondant à ces 2 questions-là, bien, on sait exactement quel montant de cotisation on doit vous facturer. Puis on aurait des mécanismes de contrôle et de vérification qui seraient mis en place, quelque chose de léger et adapté. Et on ne cherche pas à faire des choses compliquées. Il y aurait des mécanismes donc avec un échantillon aléatoire représentatif qui pourrait se faire demander des informations supplémentaires pour s'assurer que les déclarations sont faites correctement de la part des employeurs. Pas des employeurs, de la part des producteurs. Donc, la syndicale a mis en rouge une certaine mise en garde. C'est un projet qu'on vous invite à regarder ça sur la base du concept, parce que là, on a fait des hypothèses qui sont basées sur le budget qu'on a au plan de financement pour 2023 et 2024. Ça ne tient pas compte des autres indexations annuelles. Le nombre de fermes, on a utilisé les données du recensement 2016. Ça fait déjà 5 ans, vous avez complété cette année le recensement agricole. On n'aura pas de chiffre de ça avant tard en 2022, si tout va bien. Alors, à ce moment-là, on fonctionne quand même avec des chiffres qui ont quelques années. On a fait l'hypothèse qu'il y avait 15 des fermes pour chacun des paliers qui auraient une production à 25 hors plan conjoint. Donc, le 15 c'est parce que quand on a fait la dernière fois qu'on a pris une photo des productions, bien, sur l'ensemble de la production des revenus agricoles au Québec, il y avait 15 qui étaient pour les groupes sans plan conjoint. Donc, ça peut évoluer. Et on a inclus au budget de 500 000 pour le nouveau programme de soutien au groupe. Donc,
Et naturellement, là, c'est les chiffres qui sont sur la table. Il y aura, quand la loi sur les producteurs agricoles sera modifiée, il y aura un règlement formel qui aura à être débattu et adopté à l'Assemblée générale de l'UPA au Congrès. Bon, une fois qu'on explique le concept, il y a des producteurs, le nouveau mode de financement, là, la cotisation complémentaire pour les 100 plans conjoints, on estime environ 1,3 million de dollars pour l'année 2023. Donc, ce montant-là, ça serait un montant qui arriverait de façon supplémentaire. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? On a deux scénarios. On diminue les contributions qui sont versées par les groupes qui sont visés par un plan conjoint déjà actuellement, ou bien scénario 2, on diminue la cotisation pour l'ensemble des producteurs. Donc, c'est ce qui fait la différence. Voilà le tableau en question. Donc, je vous présente les 5 paliers. Le premier palier est pour les 5 000 à 50 000 dans le recensement, il y a 9 342 fermes. Et selon le scénario, si on diminue l'enveloppe des contributions ou des cotisations, à quelque part, ça fait entre 331 et 358 de cotisations pour ces entreprises-là, qui actuellement, aujourd'hui, peuvent être visées par une cotisation de 400 ou 800 s'ils sont au-dessus de 25 000 et qu'ils ont 2 propriétaires. Complément s'il y a plus que 25 de revenus hors plan conjoint, alors ces producteurs-là n'auraient pas de montant supplémentaire à verser à la cotisation de base dans le projet. Deuxième palier, 50 000 à 100 000, on a 3 418 fermes. Alors ici, on est à des niveaux de cotisation alentour de 500 493 et 534. Et le complément, si un producteur qui a plus que 25 de ses revenus hors plan conjoint, il devrait verser un supplément de 214 $. Troisième palier, les entreprises de 100 000 à 500 000 $. Au recensement, on en dénombre 8 850 fermes. La cotisation à ce moment-là, 667 722 $ et le supplément ou le complément à 287 $. Quatrième palier, 500 000 à 2 millions. On a quand même 4 257 fermes. Là, on est plus dans la fourchette de 900 $, 911, 986 et un montant similaire pour les hors-plan conjoints. Et finalement, pour les plus grandes entreprises à 2 millions de dollars et plus, on en dénombrait 720, la cotisation est alentour de 1200, 1300 $ et le complément à 1720 $. Alors, note dans le bas, la cotisation maximale serait entre 2 915 et 3 000 $ dans les scénarios qui sont mis de l'avant aujourd'hui. Donc, habituellement, quand il y a des questions à la fin, je réaffiche le tableau afin qu'on puisse faire des échanges. Pour le budget global d'organisation, alors le budget actuellement qui est prévu dans le plan de financement pour 2023-2024, on a quand même 16,2 millions de dollars en cotisation, qui représente environ 60 du financement. On a prévu avoir 9,7 millions en contribution, qui fait un total de 25,9 millions. Et avec, vous voyez, là, dans le projet, finalement, on ajoute le fonds de 500 000 pour le programme d'aide au groupe. Il devient la deuxième ligne, un demi-million de dollars. Donc, c'est pour ça qu'on passe à 26,4 millions. Donc, le scénario 1, l'enveloppe des cotisations passerait de 16,2 à 16,7. L'enveloppe des contributions de ceux qui versent déjà des plans conjoints bénéficierait de l'apport supplémentaire de 1,3 million de la cotisation complémentaire. Donc, il y aurait 8,4 pour les groupes avec plan conjoint, qui donne le total de 26,4 millions. Et le scénario 2, le 1,3 million des compléments de cotisation est appliqué pour l'ensemble des producteurs. Donc, on irait chercher 14,9 millions. On rajoute le 500 000 du fonds pour les groupes, donc un total financé par les cotisations de 15,4. Les montants versés en privé plan conjoint ou les montants de contribution inclus dans les plans conjoints
resterait ce qui est déjà initialement prévu au plan de financement, donc à 9,7 millions. Et on aurait 1,3 million supplémentaires par les compléments de cotisation qui totalisent donc 11 millions pour ce qui vient en fonction des volumes de production pour un total de 26,4 millions de dollars. Donc, pourquoi revoir la formule de financement de l'Union actuellement? C'est certainement parce qu'on veut maintenir l'unité entre les différents groupes de producteurs, qu'ils soient visés par un plan conjoint ou pas. On veut avoir un rapport de force de l'Union, puis on veut certainement soutenir l'action collective qui est nécessaire pour protéger l'agriculture, assurer son développement. On veut assurer la continuité d'un financement par tous les producteurs agricoles parce que tout le monde bénéficie des actions qui sont entreprises par l'organisation, peu importe la taille, le secteur de production ou leur région. On peut vous donner des exemples très récents. L'énergie qui a été consacrée par l'ensemble d'organisations pour tout le dossier des producteurs porcins. Il n'y en a pas beaucoup dans votre région, mais ça a un impact immense à travers le Québec. Donc, pour toute la surpopulation dans les porcheries, faire des pressions pour que les abattoirs fonctionnent, etc. Puis, du même souffle, l'énergie qu'on a consacrée pour le dossier des travailleurs étrangers, qui touche encore plus votre région. Alors, le Québec, je le rappelle, on a été les seuls à réussir à avoir, au début, là, quand la quarantaine, le problème avec Switch Health pour le test au jour 8 ou au jour 10, le Québec a été la seule province à avoir un nouveau fournisseur pour avoir quelque chose qui est mieux adapté pour sortir des problèmes qu'on avait. Donc, c'est l'effort collectif de la Confédération, des fédérations régionales et quand on se met ensemble pour régler des problèmes. Alors, certains on a besoin d'un financement et tout le monde participe à ce financement-là. On veut aussi répondre aux demandes qui ont été exprimées à l'Union depuis plusieurs années pour avoir un financement plus équitable. Puis, on tend vers une formule qui est plus juste, plus équitable entre les producteurs avec plan conjoint et sans plan conjoint en fonction de la dimension des entreprises et en sachant aussi qu'aucune approche va être parfaite et qu'elle comporte des avantages et des inconvénients, peu importe la formule qui va être retenue. Aussi, c'est certain que quand on réduit la cotisation pour les plus petits producteurs, il y a des vases communicants, il y a des producteurs qui vont être appelés à contribuer de façon supplémentaire. Il n'y a jamais personne qui est intéressé qui va voter « oui, je veux augmenter mon financement à l'organisation », mais il faut voir quelle est l'approche la plus rationnelle qu'on est capable de mettre en place pour que ce soit le plus équitable possible pour l'ensemble des producteurs agricoles au Québec. Bon, les prochaines étapes, c'est en cours, des consultations comme ce soir. On travaille à travers l'ensemble du territoire pour faire les consultations les plus larges possibles. On revient sur le sujet au Conseil général du mois de novembre pour orienter, finaliser la résolution qui va être normalement présentée au Congrès général pour donner finalement l'orientation pour aller demander la modification à la loi sur les producteurs agricoles pour nous permettre d'implanter un financement qui va être plus équitable pour l'ensemble des producteurs au Québec. Alors, voilà qui fait le tour de la présentation pour ce soir.